Donc Jean-Christophe, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous vivons des moments inhabituels. Est-ce que c'est terminé et quelle est ton opinion par rapport à ce que tout ça représente pour un entrepreneur et ce que nous pouvons apprendre? Alors, est-ce que vous voyez une slide ou est-ce que vous voyez On voit une slide. une slide? Alors, je pense que globalement, on est en train de parler de la question de la décision en univers incertain. On est en train de parler d'un virus qu'on pensait au départ être un virus surtout pulmonaire. Et puis, le problème, c'est que quand on mettait des gens sous respirateur, eh ben, il y en avait seulement 40% qui survivaient. D'où on avait déjà évoqué ce point-là il y a plus d'un mois, d'où la grande alarme des médecins face à quelque chose qui leur paraissait, qui était complètement nouveau. Depuis, il semble qu'on ait un aspect vasculaire majeur, c'est-à-dire des embolies, des caillots qui viennent se bloquer et qui empêchent du coup l'oxygénation du sang. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la solution, c'est plus les respirateurs, c'est les anticoagulants. C'est très compliqué, c'est un vrai travail technique des soignants, mais les entrepreneurs qui se sont lancés à l'idée de il faut vite que je fasse des respirateurs parce qu'on n'en a pas assez, eh ben, ils sont dans un système qui est la course après le marché. Et c'est un système qu'on voit souvent chez nos entrepreneurs. On a le cas du Covid, mais par exemple, c'est arrivé chez nous de voir des entrepreneurs qui venaient nous parler de la question je sais pas, des bitcoins, par exemple, probablement un peu trop tard, probablement à un moment où, si tu l'entends toi, c'est que d'autres mieux placés l'ont entendu avant. Et que donc, ça prend un risque de marché. Est-ce que les bitcoins, c'est une bonne idée ou pas? Et ça prend un risque qui ne prend pas en compte les capacités actuelles, c'est-à-dire que quand tu t'y mets, eh ben, il y en a déjà qui s'y sont mis et finalement, le marché s'est équilibré lui-même et toi, tu ne profites pas de cet écart que tu crois voir. Donc, c'est probablement dans ce contexte intéressant à garder en tête. On est souvent entrepreneur avec cette volonté d'aller prendre les opportunités, de courir dessus. Et malheureusement, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est une tentation. Alors après, il y a un autre aspect, c'est les courbes. Alors les courbes, j'ai demandé à Eugénie de travailler parce qu'elle s'ennuie un peu et que faire le timekeeping, c'est quelque chose d'intéressant, mais son savoir-faire, c'est plutôt dans les datas. Alors regardez les belles courbes qu'elle nous a fait. Alors, ce que vous voyez en bleu, c'est la courbe brute des maladies déclarées, donc des moments où on a testé quelqu'un positif. Et ce qu'elle a fait en rouge, c'est aller chercher a priori à quel moment la probabilité de l'infection a été, où est-ce qu'a été l'infection de manière la plus probable. Et la petite ligne que vous voyez là, c'est le confinement. Alors ça, c'est la France. Ça, c'est le Royaume-Uni. Le confinement a lieu là. Et vous voyez que la courbe continue après. Ça, c'est l'Allemagne. Le confinement a lieu là. Puis là, c'est encore plus marqué. Et voilà donc un joli résumé. La courbe change de couleur quand il y a confinement. Et vous voyez que ce sont des courbes qui se ressemblent toutes, qui sont toutes très proches, alors que les politiques ont été très différentes. Donc, si vous allez écouter le professeur Gutka, qui est une professeure d'épidémiologie à Oxford, elle dit, ben oui, les courbes se ressemblent toutes, et pourtant, chaque pays a fait différemment. Alors, quand on voit ça, on se dit, ouais, mais enfin, quand même, qu'est-ce qu'ils sont idiots, les décideurs. Sauf que, voilà une courbe. C'est une exponentielle. Et vous voyez, en bas, ça va à 400. Alors, je vais vous faire plaisir, je vais la réduire à 200, parce que là, vous voyez, là, ce trait un peu plat, hein, et vous voudriez voir un peu mieux. Alors, voilà 200. Bon, alors, je vais regarder à 100, là, ici. Voilà. Voilà à 100. Donc, une courbe exponentielle, ça a l'air d'être un truc plat, et puis après, un truc qui part au ciel. Là, si je réduis encore de moitié, à 50,
Bon, je vais réduire de plus de moitié à 20. Ah, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose de visible et de compréhensible. Je vais le couper encore en deux, à 10. Et là, oui, ah bah oui, là, on voit une courbe. Mais cette partie-là, elle reste toujours très plate pour vous. Et pourtant, si je refais un zoom sur cette partie-là, voilà comment elle est. Donc, on peut dire, oui, quand même, les politiques, ils n'ont rien vu, mais au moment où ils ont décidé le confinement, c'est ça qu'on voyait. Et là, dites-moi si c'est une exponentielle qui va partir vers le ciel ou si c'est une courbe en cloche comme on l'a constaté après coup. Alors, ils pouvaient regarder ça 2 semaines plus tard, c'était un petit peu plus net. Mais bon, ce que ça vous montre, c'est que la grande erreur, c'est essentiellement d'avoir fait la deuxième décision comme une non-décision. C'est-à-dire que ça a été très coûteux pour les hommes politiques, pour les décideurs, de dire on va mettre la moitié de la population, un tiers de la population en confinement. Mais en revanche, la décision qu'ils ont prise 15 jours plus tard n'a pas été une décision de est-ce qu'on confine à nouveau, ça a été une décision de est-ce qu'on décide de déconfiner. Donc, la non-décision, c'était de maintenir le confinement. Alors, vous allez me dire, vraiment, c'est très mauvais comme processus de décision. Vraiment, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Pensez au cas du recrutement. Vous recrutez quelqu'un, vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne? Bon, bah, on l'a recruté, on lui a pris une période d'essai. À la fin de la période d'essai, quelle question est-ce qu'on se pose exactement? Est-ce qu'on se pose la question de est-ce qu'on décide de le recruter? Ou est-ce qu'on se pose la question de bon, est-ce qu'on lui dit qu'on arrête? C'est exactement la même chose. On se met dans une situation où c'est l'inertie qui risque de l'emporter. Et donc, à tort ou à raison, on va le garder alors qu'on devrait se reposer la question et qu'on devrait reprendre une décision. Alors, ceci dit, j'ai fait travailler Eugénie encore un peu plus. Ça, c'est la vitesse le taux de croissance de l'infection. Et donc, ce que vous voyez, c'est que ce taux de croissance, il déclinait depuis 25 février. Et qu'avec le confinement, il n'a pas bougé. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Allemagne. Donc, ça peut être une autre question de est-ce qu'on regardait les bonnes courbes? Cette courbe-là, c'est une courbe de dérivée. Donc, il y a les geeks comme Eugénie qui savent en faire, et puis il y a les autres qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ben voilà, donc heureusement que j'ai Eugénie sous la main. Donc voilà, je vous rappelle ces jolies courbes. Autre enseignement, la Chine, on avait parlé, vous savez, du professeur Montagnier qui avait expliqué que c'était un virus qui était fait d'un main d'homme. C'est peu probable. En revanche, ce qui est probable, possible, c'est que c'est un virus qui se soit échappé du labo P4 qui soit là-bas. Ce que ça indique, c'est un système de sécurité qui n'est pas forcément au top chez nos amis chinois. Mais ça changerait beaucoup de choses pour l'avenir de la Chine. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont menti. Et qu'ils ont menti à l'OMS, ça c'est à peu près sûr, hein, puisque en fait, ils ont annoncé, jusqu'au 25 janvier, ils annonçaient que le virus n'était pas transmissible par l'homme. Alors que Taïwan envoyait des mots au 1er janvier pour dire que mais si. Et on a aujourd'hui apparemment des cas documentés en Europe dès décembre. Et en Chine, on est en train de s'apercevoir que probablement à début novembre, il y avait déjà des choses. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Peut-être qu'on est face à l'équivalent de Tchernobyl pour les Chinois. Et vous savez à quel point Tchernobyl a été un coup de pied à la fourmilière et à quel point ça a été une des raisons pour lesquelles on a eu un
une perestroïka en URSS. Donc, peut-être que ça va être le début de la fin pour le régime du Parti communiste chinois. En tout cas, ça va être intéressant à observer. Pour ce qui est de l'entrepreneur, on peut aussi penser, mais ce n'est pas certain, que l'idée qu'on ne produit pas en Chine et qu'on produit en Europe peut devenir un avantage compétitif qu'il n'était plus. Alors, je voudrais vous parler très rapidement des opportunités post-Covid sur un sujet qui est la dépense de santé. En France, on a des dépenses de santé très élevées, comme dans le reste des pays occidentaux. Hein, on est quelque part entre 15 et 18%. JXE, il te reste 1 minute. Flûte alors. Il me reste encore 34 slides. Allez, on va s'arrêter à celle-là alors. Donc, c'est très élevé en France. Du coup, ça va plutôt être une question de rééquilibrage. Qu'est-ce qui est rééquilibrable dans les dépenses en France? Eh ben, en fait, c'est l'assurance maladie. C'est-à-dire que la moitié de ce qu'on dépense, des 15 à 18% qu'on dépense du PIB, sont là pour rembourser, pour payer les salariés qui sont malades. Et une grande partie de cette dépense est faite sur des maladies de courte durée. Et c'est peut-être ça qui est la piste dans un contexte où ça devient acceptable. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y a de l'argent qui serait dans ce cas-là rerouté vers les EHPAD, parce que le point principal de une des leçons qu'on pourrait tirer de la situation en France, c'est que les EHPAD ont terriblement souffert et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Peut-être ça peut aller en faveur de l'équipement hospitalier. Donc, pour les entrepreneurs, c'est des opportunités avec du software, avec des choses qui ont montré des grandes défaillances. Je vous rappelle que le taux d'équipement en France en matière de scanner est très, très faible pour des raisons d'économie. Donc, c'est des raisons d'économie parce que, justement, une grosse partie de l'argent était dans l'assurance maladie au lieu d'être dans les soins. Et ce n'est pas complètement neutre, hein, puisque dans le cas du Covid, le scanner du poumon, c'est une bonne façon de diagnostiquer. Et le software, vous voyez les problèmes qu'a eu la France à donner des chiffres. Alors, ce n'est pas que la France, mais en tout cas, aujourd'hui, par exemple, la France n'est pas capable de faire de la recherche sur tous les dossiers médicaux des malades pour essayer de trouver des pistes, contrairement à ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne. Éventuellement, on peut imaginer qu'il y a des pistes pour les entrepreneurs qui peuvent avoir l'intérêt. C'est dans le fait de la réorganisation, notamment ce qui risque d'être remis en cause, et on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, c'est le rôle des agences régionales de santé. Et du coup, pour les entrepreneurs qui travaillent dans le milieu de la santé, savoir si on a un décideur, une agence régionale ou quelque chose de national, ça va être encore un nouveau changement. Mais ça, je vois un enseignement pour les entrepreneurs, parce que la question des ARS, c'est la question de la mise en silo de son entreprise, c'est-à-dire d'avoir finalement des agences qui sont en compétition les unes avec les autres et qui peuvent essayer de ménager leurs chiffres, même si ça a un impact sur le chiffre d'à côté. C'est le problème de votre filiale France qui surfacture vos clients anglais parce que ça lui fait du profit, et pas grave si ça détériore l'image de l'entreprise auprès des clients anglais, puisque ce n'est pas dans son compte de résultat. En conclusion, la prévision est toujours fausse, la vôtre. Ce n'est pas seulement celle qu'on a pu voir, c'est la vôtre va être fausse. Faites attention aux biais de décision. On en a vu un qui était celui des courbes. On n'arrive pas à savoir avec des courbes qu'est-ce que ça donne. On est toujours très désarmé face à ça. Les inerties, c'est le sujet de prendre une décision plutôt que d'imaginer une non-décision. Et dans tout ce qui va se passer là, ça va vous demander avant tout de l'agilité, mais ça tombe bien, les entrepreneurs en ont toujours plus que les grandes entreprises.